Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur. Étant donné la piètre qualité du son de le Vidéorandia numéro 4 de 2018, nous avons pensé mettre à la disposition de tous dans l'espace du Club créé cette première partie d'un entretien accordé par monsieur Jean Deflore. Dans le cadre du Club créé, Club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental, qui vous propose, sur invitation, pour tous, placé dans la salle 1802 qui correspond au mois de février 2018, cette entrevue privée sur le thème « À 5 ans de l'an 2023 », première partie pour tous. Jean Deflore, spécialiste en lutte contre le blanchiment d'argent et contre le terrorisme international. Des spécialistes nous disent que nous sommes à moins 2 minutes de minuit. Et au Vatican, on se préoccupe de l'année 2023 maintenant. Comme si il y aurait un grand changement de civilisation en cette année-là. Bonne écoute. Oui, j'en ai tellement fait, donc lequel va être bon, c'est celui qu'on a vu comme ça. Bonsoir, Jean. Salut Richard, ça va bien? Bonne année. Ben merci, toi de même. Nous sommes seulement le 3 janvier 2018 et il est 20h54 et tu as des choses à nous apprendre. Ben oui, je t'ai contacté hier et puis je veux montrer qu'on s'est bien parlé hier. Le 2 janvier. Le 2 janvier. Alors, hier, je t'ai appelé pour te parler de deux choses d'actualité. Un, ce qui se passait avec la Corée et avec l'Iran. Oui. Parce qu'entre autres, notre ami Roger Larivière nous a envoyé un email très inquiet. Il nous répétait une nouvelle. Je ne dis pas que lui est inquiet, mais il nous répétait une nouvelle dans un email qu'il nous a envoyé. Alors, je me suis dit que c'était important qu'on en parle de la Corée, puisqu'il y a encore des bruits de guerre. Et puis, il est sorti une nouvelle importante dans la journée d'hier. Et voici. C'est en lien, vous vous souvenez, avec la primeur québécoise que tu as eue à ton émission, quand on a parlé des documents qui avaient été rendus publics par le Pentagone à travers d'une entrevue avec le New York Times sur les objets volants non identifiés et le programme qu'ils ont eu, qu'ils ont opéré pendant plusieurs années. Maintenant, on dit qu'il est terminé de façon officielle, ce programme-là. Oui. Mais on ne dit pas qu'il n'y a pas aucun autre programme. En effet. Alors, qu'est-ce qu'on apprend hier? Eh bien, cette fuite-là, elle était destinée pour la Corée du Nord. Et c'était un message qu'on envoyait à la Corée du Nord pour leur dire qu'on utiliserait les programmes secrets militaires pour les attaquer s'ils n'entreprenaient pas de rentrer dans les rangs et de commencer un dialogue sérieux et s'ils n'arrêtaient pas les menaces comme ils ont fait récemment. Et c'était aussi un message pour les Russes et les Chinois. On se rappelle qu'il y a quelques mois ou années, je vous avais parlé dans un Vidéorandia des rods de Thor, les barres de Thor qui avaient été envoyées dans un port de Chine, où il y avait un super ordinateur qui avait servi à rentrer dans les ordinateurs américains où on gardait tous les dossiers sur les gens qui avaient eu une enquête de sécurité. Alors, ce super ordinateur-là avait été détruit. Et c'est ce qu'on disait à l'époque, la rumeur circulait que c'était en représailles pour avoir accédé à tous les dossiers de sécurité de tous les gens aux États-Unis qui ont eu une enquête de sécurité. Et je vous avais révélé à l'époque, nous autres, moi et ma conjointe, on avait été, parce qu'elle avait fait application sur un poste, et on avait eu ce type d'enquête-là qui avait été fait sur nous. Donc, tous les gens qui avaient eu ce type d'enquête-là, qu'ils aient été acceptés ou pas, étaient dans cette base de données-là. Donc ça, c'en est une des armes qui est en orbite, une des armes secrètes qui est en orbite.
Il n'y a pas longtemps, Richard, tu m'as parlé des feux en Californie. Puis tu m'as envoyé une vidéo. On n'en a pas parlé dans aucune émission. Puis c'est des feux sans précédent en Californie, qu'on a dit, qu'on a attribué à des mendiants, des sans-abri. D'autres sources, on a entendu que ça pouvait être des drones qui avaient été utilisés par des terroristes. Et dans un des vidéos que tu m'as envoyé, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi, mais il y a des flashs de lumière verte, comme des lasers à haute intensité, un peu comme ceux que Michio Kaku a parlé à CBS quand il a parlé de la manipulation de la météo. On utilise des lasers verts pour ioniser l'atmosphère, pour faire le changement climatique. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que sur les vidéos que tu m'avais dit de regarder, on voyait très bien les flashs de lumière verte, donc de laser à haute intensité. Un rayon. Un rayon. En fait, c'est un flash. Ouais. Ça va tellement une image vite. sur 30, c'est ça. C'est ça. Ça va tellement vite que oui, je pense que si je me souviens bien, il y avait des freeze frames là, qu'on appelle des images. Puis on voyait comme c'était comme une petite traînée, mais ça, c'est comme ça va tellement vite, à moins d'avoir un enregistrement à haute vitesse, c'est dur de voir qu'est-ce qui se passe réellement. Mais on voit qu'il y a des armes qui sont utilisées en ce moment dans des conflits, des armes qu'on n'a pas officiellement reconnu l'existence, mais il y a quelque chose qui se passe. Et là, pourquoi je suis très fier de t'avoir dit ce que je t'ai dit hier, puis hier tu protestais quand je disais ça, puis on pourra en débattre de tout ça. Mais moi, je t'avais dit que c'était l'avertissement que les Américains lançaient pour dire que c'était assez. C'était fini cette affaire-là. Parce que les réacteurs nucléaires qui ont servi à développer la matière fissible, c'est l'administration Clinton qui l'avait donné à la Corée du Nord. Et là, nouvelle administration. Et ça, à l'époque, les militaires étaient contre. Les militaires américains étaient contre. Et ça, c'était encore la cabale qui avait poussé ça pour déstabiliser le monde, pour faire en sorte qu'on soit dans un état où on ne pourrait pas renverser la vapeur. Et coup de théâtre, encore une fois, ben oui, je vais vous parler de Trump, c'est indéniable. Vous vous rappellerez quand Trump était rentré, tu m'avais dit, oui, mais il a rentré bien trop de généraux dans son conseil des ministres. Et moi, je t'avais dit, c'est indispensable parce qu'on est sur le bord de la guerre. Et on est sur le bord de cette guerre-là avec la Corée. Et c'était indispensable qu'il y ait des gens qui connaissent l'appareil militaire pour être capables de négocier un retranchement de la Corée. Parce que là, ce qu'on a vu dernièrement, c'est que, bien que je vous avais déjà dit que la Chine avait une grande influence sur la Corée, ce qu'on a vu au cours des dernières semaines, c'est que la Corée s'est distancée de la Chine. Même si on a vu au cours des derniers jours, là, il y a eu des transactions pétrolières entre la Chine et la Corée. La Corée a acheté à la Chine du pétrole moyennant certaines ententes. Alors qu'ils ne devaient pas. Donc, ils ne devaient pas faire parce qu'ils sont sujets à des sanctions des Nations Unies. La Corée du Nord est sous sanctions des Nations Unies pour lesquelles la Chine a voté pour. Parce que pour que des sanctions passent aux Nations Unies, tout le Conseil de sécurité doit voter pour. Alors, la Chine était pour ces sanctions-là. Donc, ils étaient en violation des sanctions pour lesquelles ils ont voté eux-mêmes. Ils disent d'un côté quelque chose, puis ils font le contraire de l'autre part. Ouais, comme les autres, comme les Américains, comme les Russes, comme tout le monde, mais oui, effectivement. Puis comme les Français, surtout aussi, qu'il ne faut pas oublier que les Français sont bons là-dedans. Alors, nous autres, là, puis les Anglais aussi, tu sais, en fait, tout le temps les mêmes, là, qui foutent la merde, là. Alors, donc, là, ce qui se passe, pour revenir avec la Corée, puis pourquoi je te disais, moi, que c'était une bonne nouvelle, c'est que le message qui a été envoyé à la Corée, c'est très simple. Ou bien vous rangez dans l'ordre, ou bien on vous anéantit. Et ça, tu te souviens, Richard, il y avait eu, le président Trump avait fait des déclarations, puis ça avait été repris dans les médias, puis il avait fait un tweet là-dessus, puis les médias avaient dit c'est donc scandaleux, puis tout ça. Puis il avait très bien dit, nous allons éradiquer la Corée du Nord de la map. Nous allons complètement vous oblitérer. Et c'est à ça qu'on faisait référence. C'était aux armes, au programme, au Black Budget, au programme spatial, puis au Breakaway Civilization,
toutes les inventions secrètes des 50 dernières années qui n'ont pas été révélées et qui, en campagne électorale, Trump avait dit qu'il commencerait à dévoiler les technologies gardées secrètes pour remettre les États-Unis à l'avant-plan de l'économie mondiale et de la politique mondiale. Et voici ce qu'on voit, c'est ça. Et Trump a donné carte blanche à ses militaires pour développer un plan d'attaque. Évidemment, ils n'ont pas le pouvoir de déclencher l'attaque, mais ils ont la carte blanche pour créer ce plan d'attaque-là. Et c'est une attaque massive, parce que si c'est manqué, à ce moment-là, ils sont en position de faire une attaque sur la Corée et de tuer des millions de personnes en Corée du Sud. Hein, quand on regarde la carte, et puis si jamais Gilles fait un complément surprenant à cette entrevue-ci, on va voir que la Corée du Nord et la Corée du Sud sont très très proches. La ville de Séoul, elle n'est qu'à quelques kilomètres à peine de la zone démilitarisée, et on peut envoyer facilement des explosifs, des ogives, des missiles, et là il y a des millions de personnes qui vivent en Corée du Sud, un pays qui est foisonnant, un pays qui a un Internet plus rapide que n'importe où au monde. Ils sont à l'avant-plan de la technologie, c'est un pays qui est vraiment formidable technologiquement, tout ce qu'ils ont accompli depuis la guerre de Corée en fait. Les tournois les plus importants de gamers se font en Corée du Sud. Ah oui, en fait, la technologie, on l'a vu avec des compagnies comme Samsung et d'autres, c'est là que ça se passe. La Chine, c'est une unité de production, mais ce n'est pas une unité d'invention, de création. Exact. La création, où on la voit en Californie, on la voit dans l'État de New York, New Jersey, puis on la voit là-bas en Corée. C'est là que l'innovation, la recherche et le développement en technologie, je parle. C'est là que ça se fait. Puis il y en a un peu aussi en Inde, surtout du côté software. Mais c'est vraiment ça, c'est les pôles importants de développement technologique. Alors, donc c'est quand même très important pour l'économie américaine que la Corée du Sud soit protégée. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une attaque massive avec des armes qui n'ont jamais été utilisées. Et le fameux vidéo d'OVNI, en fait, c'était une mise en garde pour dire à la Corée, attention à ce que vous faites. Et qu'est-ce qui est sorti hier dans la nouvelle, alors que ça commençait à filtrer que ce vidéo-là avait pour but de dire on a des technologies tellement bonnes que les avions de chasse sont même pas capables de les attraper. Alors, faites attention si vous pensez être capable de nous arrêter. Alors, cet article que j'ai ici derrière moi, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui, le 3 janvier? Premier contact en 2 ans entre la Corée du Nord qui appelle la Corée du Sud à travers de la ligne téléphonique d'urgence. Comme autrefois, on avait la ligne rouge entre Moscou et la Maison-Blanche, ils en ont une entre les deux Corées pour éviter un accident qui dégénérait. Alors, si jamais il arrivait quelque chose qui serait accidentel, les deux pays peuvent s'appeler rapidement et dire « Là, on vous a envoyé quelque chose, mais c'est un accident, ne débutons pas la guerre. » Donc, c'est à ça que ça sert, ces lignes téléphoniques-là. On se souviendra que ça fait suite à l'époque où Kennedy et Khrouchtchev avaient failli nous détruire. Alors, et après ça, ils avaient mis en place un mécanisme de communication. Et aujourd'hui, le 3 janvier, puis j'en mets un autre à l'écran, on le voit sur aussi, ça faisait la manchette de CNN, 2 téléphones, 2 ans, 2 appels par jour que faisait la Corée du Sud pour tenter de rétablir la communication. Parce que c'était leur moyen de s'assurer qu'ils sont toujours en communication, que le système est fonctionnel, il y a tous des protocoles pour s'assurer que ça marche tout le temps, ces appareils-là, en cas d'une urgence. Et puis, comment, le sous-titre, c'est comment la Corée du Nord et le Sud ont été reconnectés aujourd'hui. Donc, encore une fois, l'influence du mouvement que représente Trump. Et c'est ça que c'est important toujours de se rappeler. C'est pas Trump l'individu, mais c'est l'équipe, c'est le mouvement. Ça change la donne sur l'échiquier mondial. Puis là, je reviens au début de mon introduction. J'ai dit, les armes nucléaires ont été données par l'administration Clinton à la Corée du Nord pour la cabale. Et qu'est-ce qu'on apprend depuis quelques semaines? C'est comment la fondation Clinton, elle est corrompue. On en a souvent parlé dans les émissions.
qu'elles avaient reçu des millions de dollars en corruption, l'argent qui devait aller à Haïti, qui n'a jamais été à Haïti après les tremblements de terre. Tous les morceaux de la cabale sont attachés, sont maintenant publics, sont rendus publics, et là, peu à peu, on les retire, on les démantèle. On démantèle toute l'influence de la cabale. Et donc, c'est très important, cette rhétorique-là, quand aujourd'hui on voyait que Kim Jong-un disait qu'il y avait un bouton nucléaire sur son bureau, puis Donald Trump répond « j'en ai un plus gros puis plus fort que le tien », parce que ça fait partie de tout ce jeu-là qui se joue. Et Kim Jong-un, c'est pas un nono, là, bien qu'on essaie de le faire passer pour un niaiseux. C'est sûr qu'il est un enfant de fils gâté, puis il a un empire, puis tout ça, mais il cherche à protéger, lui aussi, comme tous les globalistes, son futur, son héritage. Alors, et il le sait que s'il dépasse certaines normes, qu'il sera acculé au pied du mur et puis possiblement menacé de destruction. Donc, en moins de 3 semaines, on a vu qu'il y a eu un message qui a été envoyé et aujourd'hui, on voit que le message a été reçu. Et ça, c'est quand même assez formidable. Et ce qu'on va voir au cours des prochaines semaines, c'est une réduction des tensions à ce niveau-là. Parce qu'encore une fois, la cabale vient de perdre une autre bataille. Et là, la bataille, ils sont en train d'en perdre beaucoup de batailles. Il y a tout un flanc de la bataille qui est joué au niveau des abus sexuels qu'on avait parlé. Tous les trucs d'abus sexuels qui sont sortis, il y a tout un lien avec la pédophilie, les réseaux de pédophilie qui sont en train d'être démantelés mondialement, des milliers d'arrestations depuis 1 an, qu'on entend très peu parler. Et pourquoi? C'est parce qu'on se servait de la pédophilie pour faire du chantage. Et ça, on en avait parlé un petit peu avec François Chartrand quand on était les 3 ensemble. Et c'est très important, ça. Parce que les gens ne sont pas nécessairement tous des pédophiles, ceux qui sont mêlés à ça, mais on les drogue, on les met dans un lit avec des petits gars ou des petites filles, on prend des photos, des vidéos, et puis on se sert de ça pour faire du chantage. Et c'est dévastateur parce que dans nos sociétés, ça, on n'accepte pas ça encore, alors que avec tromper sa femme, tromper son mari, avoir une relation homosexuelle ou lesbienne, ça, c'est de plus en plus accepté. Fait qu'autrefois, on se servait de ça, comme à l'époque de Hoover, hein, que les travestis, puis tout ça, bon. Alors, maintenant... Hoover était lui-même un travesti. C'est ça, lui-même était un travesti. Le donc directeur de la CIA, il faut dire. FBI, oui, c'est ça. Et là, ce qui apparaît dans les dernières semaines, c'est justement comment le FBI est corrompu. Et ça, on y reviendra dans d'autres émissions parce que c'est pas vraiment le sujet que je veux qu'on discute aujourd'hui. Mais tout ça pour montrer comment la cabale est en déroute partout et que, comme j'avais souvent expliqué, c'est un mouvement. Trump, c'est le représentant du mouvement aux États-Unis. Mais en Europe, on voit ce qui se passe, c'est la même chose avec d'autres individus. Chacun des pays, comme l'Autriche, comme le Danemark, je t'ai envoyé un bel article à toi et à Gilles, je vous avais parlé que le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède, c'était tous des pays qui étaient extrêmement sous pression de l'immigration musulmane et que leur structure sociale, où on a des réseaux d'un système social, un filet social très bien structuré, où la criminalité est très faible par 100 000 habitants, eh bien, tout ça a éclaté à cause de l'immigration musulmane, qui en fait était une immigration qui n'était pas, puis on dit musulmane, ça va bien au-delà, parce qu'il y a beaucoup d'Africains dans ça qui ne sont pas du tout musulmans. On parle toujours de la vague d'immigration musulmane, mais en fait on devrait parler d'une vague d'immigration qui est là pour déstabiliser ces pays-là. Alors des pays qui ont une belle qualité de vie, qui ont été totalement détruits. Aujourd'hui, un autre article de journal, l'augmentation spectaculaire de la criminalité en Allemagne, 92% des crimes sont attribués à des immigrants illégaux. Alors, tous des gens qui sont rentrés, qu'ils ont laissé rentrer. La Pologne, on se souviendra, Richard, tu avais parlé de ce qui était arrivé au gouvernement polonais quand l'avion du président s'était écrasé. Avec sa femme, son secrétaire privé, sa suite, et tout son gouvernement. C'est ça. Tous les ministres importants étaient tous là, à bord de l'avion.
Oui. Et il Et y on avait sait des que c'était, survivants. et on sait que l'avion de Pologne est entré dans un brouillard étrange et il y avait des fausses balises en plein bois pour que le pilote confonde avec les vrais, puis finalement il s'est L'aéroport, écrasé. Ouais, c'est ça. Et les survivants ont été assassinés ouais. à coups de fusil. Il y a des témoins de cet Il y a événement-là. quelqu'un avec son cellulaire qui filmait en même temps, puis qui était énervé, puis qui filmait Et pour les ça, hommes habillés en noir qui tiraient sur du monde, puis qui suppliaient tue-moi pas, tue-moi pas. Et j'ai eu, moi, ici à la maison, un Polonais qui est venu me traduire exactement ce que le gars disait dans ce reportage-là. Et en fait, ça n'a pas une grande importance, mais il sacrait. Il sacrait tout le long pendant qu'il filmait, là. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il disait. bien sûr. Et puis ces mots, c'était comme on pourrait dire en québécois, tabarnak. Et puis tabarnak. Tu comprends ce que je veux dire, là? Oui, parce qu'il n'en revenait pas que ça se passait, parce qu'il C'est voyait ça. ça, puis lui, il pouvait rien faire. Ah non, c'est ça. Alors, là, c'est spectaculaire, ce mouvement d'éveil-là planétaire. Puis là, partout en Europe, tous les pays qui ont été sous le joug de l'Europe de l'Est, et puis tous ceux qui ont été pris dans les conflits là, à cause de leur position frontalière, ils sont tous en train de faire résistance au programme des globalistes, qui est l'Union européenne. Et moi, je sais que toi et moi, on a eu un différent souvent là-dessus dans nos propos, mais moi, l'Union européenne, c'est définitivement un outil de la cabale. Je vous ai expliqué souvent comment les lois et les règlements de la cabale de l'Union européenne servent à opprimer les gens à travers le monde. Et on les appelle comme, entre autres, dans la lutte au blanchiment d'argent, les directives numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et ça, c'est des lois européennes, mais comme les lois américaines se répandent partout à travers la planète, dû à la force du bloc économique, à cause de la devise. Pourquoi les Américains ont tant d'influence? C'est à cause que tout le monde veut leur argent. Pourquoi les Européens ont aussi de l'influence? C'est parce que tout le monde veut leur argent. Pourquoi les Chinois ont moins d'influence, bien qu'ils en ont de plus en plus? C'est que leur argent est moins attrayant. Là, ils travaillent pour créer cette devise mondiale. Ça fait plusieurs années qu'ils travaillent avec la Russie et d'autres pays du BRICS. Ça a tombé, ça n'a pas fonctionné. Mais ce qui est en train de fonctionner, c'est l'alliance avec la Russie. Celle-là, elle fonctionne. Donc, on devrait voir ça évoluer au cours des prochaines années. Puis pendant ce temps-là, on a le Bitcoin qui est en train et les autres crypto-monnaies qui sont en train de parce que les gens comprennent que c'est toute la foutaise de toute façon. Ils sont en train de quoi, tu dis? Se développer, croître. Oui. Alors, elles prennent de la place parce que les gens comprennent que même les monnaies de pays, c'est du vent, comme les crypto-monnaies. C'est tout du vent. Tout ça, c'est du vent. Puis même l'or puis l'argent, moi, je vous ai souvent dit, c'est pas la solution. Parce que ça aussi, c'est du vent. Parce que l'or et l'argent, c'est quoi? C'est utile pour faire des choses comme de la technologie, mais dans la pratique, on se promènera pas avec nos lingots d'or. Puis c'est bien parce que nous, on lui donne une valeur à ce métal-là. Il y a des métaux bien plus précieux que l'or et l'argent. Tous les métaux rares qui rentrent dans les composantes informatiques, ça vaut beaucoup plus cher. Les terres rares. Les terres rares, exactement, et c'est pour ça qu'on les appelle ainsi. Ah oui. Et puis, donc, je veux revenir au fait que c'est un mouvement mondial. Et là, j'enchaîne avec... Et lui, par rapport à la globalisation, le nouvel ordre mondial, ou le bureaucrate, tu places où là? Qui? Le mouvement Trump. Le mouvement, là. Le mouvement, c'est un éveil. Trump, lui, est un nationaliste. Lui, Okay. personnellement, c'est un Oui. nationaliste. Lui, c'est les Américains. Mais l'éveil est global. Les gens manifestent leur éveil à travers un mouvement plus nationaliste parce qu'ils en ont assez de se faire organiser. Mais après l'après Trump, si je veux dire, ou l'après cette phase-là dans laquelle on est, cette phase de... En fait, on est dans la phase de déchirure du voile. On voit ceux qui tirent les ficelles en arrière. On est en train de nous montrer qui tire les ficelles. Après ça, il y aura autre chose. Puis ça, c'est quelque chose, Richard, que les gens m'interprètent mal, parce que j'ai vu souvent des commentaires, soit sur le forum, il y en a qui m'ont écrit, il y en a qui ont écrit des choses sur les commentaires YouTube ou Facebook.
ce n'est qu'une étape. Trump n'est pas une fin en soi, puis le mouvement aussi n'est pas une fin, c'est un éveil. Donc, on est en transition. Penser que c'est le but ultime, c'est là l'erreur. Trump joue le rôle de déchirer. C'est le gars avec toute sa personnalité flamboyante, il déchire, il nous montre. Il dit, regardez, moi j'ai un homme d'affaires qui est allé dans les parties, dans les réunions, j'ai entendu toutes les écœuranteries qui disaient, moi je déchire ça, puis je vous permets de voir les folies qu'ils se disent, puis les choses qu'ils veulent faire, ces gens-là, parce que moi, comme être humain, je trouve ça inacceptable. Moi, mon allégeance politique, c'est de faire que mon pays soit bon, soit fort, puis moi, mes business sont dans des industries de tourisme, d'immobilier. Donc, moi, la paix, puis la vigueur économique, puis le bon voyage, c'est bon pour moi. Je fais de l'argent. Fait que lui, il a son intérêt là-dedans. Là. Il fait pas ça juste de bonne grâce. Là. Mais il nous permet de voir ce qui est derrière le rideau pour, après ça, réinventer le monde. Et où je m'en vais avec ça, l'autre grosse nouvelle qui est l'Iran. En ce moment, il y a une révolution spontanée en Iran. Elle n'est pas financée par George Soros, celle-là, et ses acolytes de l'agence de 3 lettres qui commence par C, tout comme ceux du printemps arabe. Tout le printemps arabe était financé par George Soros et la CIA. Alors là, tu inclus quoi dans le printemps arabe? Tu inclus la révolution en Tunisie? Tout cela, la Libye, tout le Maghreb, la Libye, l'Égypte. On a éliminé Kadhafi. Qui travaillait à faire la paix. Bon. Après avoir été un truand, s'était converti. Oui. Il s'était réellement converti à part de ça. Et il le croyait réellement parce qu'il croyait qu'il pouvait laisser une place dans l'histoire comme quelqu'un ayant changé l'Afrique, positivement. Oui, avec une monnaie basée sur ses réserves d'or. Sur les réserves pétrolières et minières de l'Afrique, du continent africain. En même temps, c'est ça. C'est ça. Alors lui, il était le démarrage, le point d'allumage de ça avec ses réserves de son pays. Oui. Et puis il voulait amener les autres pays producteurs de richesses à participer à cette monnaie panafricaine-là qui aurait permis à l'Afrique de s'émanciper puis finalement prendre sa place comme continent. Alors... oui. Est-ce que tu mettrais aussi l'histoire de Saddam Hussein? Ça, c'est avant tout ça, avant le réveil arabe, là, le printemps arabe. Mais quand on a attaqué Saddam Hussein, c'est pas ça. Saddam Hussein, c'est la chicane entre la famille Bush puis lui. Ah, ok. C'est une chicane personnelle. Parce que là, je reçois Maurice Poulain, je reçois Louise Allais, tous les deux me disent, à cause de l'astrologie, qui commence à être reconnue de manière sérieuse par les scientifiques, l'astrologie a, malgré tout, grâce aux ordinateurs aujourd'hui, on a la preuve que oui, il y a un fondement, puisque les résultats le confirment. Alors, il y a quelque chose qui traîne, je ne sais pas si c'est ton micro qui bouge, hein, on l'entend. C'est peut-être mon fil qui bouge. C'est ça, là, ça fait un bruit constant. Ah, ça fait du bien. Là. Et toujours est-il qu'ils me disent, les deux astrologues, qu'on soit à l'époque des rois mages. Là. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah, c'est 100 fois mieux. Bon, OK, bon. Ah, ça va être comme ça depuis le début. Ben, Richard, c'est la première fois depuis des semaines qu'on utilise ce microphone-là, puis ça marche jamais. En fait, ça a toujours été le microphone externe qui marchait. Ah, là, il est parfait. Bon. Et pour dire que mes deux magiciens, mages, là, les rois mages, qui observent les étoiles, astrologues très connus et très compétents, me disent, tiens-toi bien, Richard, la configuration du ciel ressemble à ce qu'il y avait dans le ciel au début des années 90, 91, 92. Et c'est le prolongement qui va arriver maintenant. Et là, on pourrait dire, c'était quoi en 90, 91? C'était le Desert Storm. Ben oui. Ben là, ça va être la suite de ça maintenant. Alors, moi, là, avec ce qui se passe, oui. On est à la croisée des chemins. Avec les développements des dernières heures, je suis de plus en plus persuadé qu'il n'y aura pas de conflit en Corée du Nord. Je vous en avais déjà parlé parce que je suis de très près Steve Potchinick, qui est l'inspiration devant les livres et les films sur Jack Ryan,
les films qui avaient été écrits comme À la poursuite d'Octobre le Rouge, etc. Et lui, Steve Potchinick, c'est un des gars qui avait tenté de négocier qu'on relâche les otages de l'ambassade américaine à Téhéran. Et il faisait partie des gens qui avaient tenté de mettre fin à la crise. Et son plus grand accomplissement, c'est les accords de Camp David. Il a été personnellement impliqué dans la préparation des profils psychologiques de Sadat et de Begin qui ont été donnés à Carter. Il travaillait sur une base quotidienne avec Carter à l'époque pour négocier l'accord de paix. Il était là, il observait, puis à chaque jour, il s'assoyait avec Carter, puis il disait, bon, j'ai observé ci, j'ai observé ça, on a réussi à faire des bouts là-dessus, parce qu'il regarde le comportement, les dialogues, tout le verbal, le non-verbal, bon, le dit, le non-dit. Alors lui, c'est un gars qui est extrêmement brillant, et puis au cours des années, il a tissé des relations partout. Et il avait été en Syrie avant l'éclatement du conflit. Il avait été voir les services, les agents de renseignement. Lui, il se présente comme ça. Là. Il arrive, il est allé en Corée du Nord il y a 2 ans. Il se présente, il présente son passeport, il sait il est qui parce qu'il est connu. Il présente son vrai passeport avec son vrai nom. Là. Et puis évidemment, il se fait intercepter à chaque fois. Il l'amène dans un petit bureau. Fait que là, justement, il a raconté comment ça s'était passé en Syrie dernièrement, là, avant l'éclatement du conflit. Et puis, après avoir passé quelques heures avec des gens des services de renseignement, eh bien, ils l'ont pris puis ils ont fait un tour du pays ensemble. Et c'est parce que c'est ça qui se passe dans ces communautés-là. C'est ça qui est important, c'est les rapports humains. Puis tantôt, là, quand on parlait du téléphone, là, on en avait la photo là, ici, là, du téléphone. Faut pas penser que les gens se parlent pas là, quand il y a des conflits internationaux. Les gens se parlent, puis ils essaient de désamorcer ou de manipuler la situation à leur avantage. Et lui, Steve Potchinick, il n'est plus actif de la même façon. Il est semi-retraité. Il agit et parle au nom de certaines personnes de la communauté de l'intelligence aux États-Unis, mais il n'est plus à l'emploi du département d'État. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les espions, avant toute chose, ils travaillent pour le département d'État, comme le ministère des Affaires étrangères, parce que la plupart des employés d'une ambassade sont avant tout des espions, peu importe leur titre. Les ressortissants du pays d'où ils proviennent, parce qu'il y a des employés locaux dans une ambassade, puis il y a des employés étrangers. Donc, exemple des Canadiens qui travaillent à l'ambassade du Canadien, puis des ressortissants américains à l'ambassade canadienne à Washington, exemple. Bon, alors, les ressortissants canadiens, la majorité, ce sont des espions. C'est comme ça dans toutes les ambassades, c'est pas un secret là, qu'on révèle ce soir. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pourquoi là j'en viens là? C'est qu'il avait été très impliqué dans la crise des otages en 1980, ce qui avait d'ailleurs amené la perte des élections de Jimmy Carter. C'est à ça qu'on attribue la perte de ces élections. Et puis, donc, il a étudié tout ce qui se passe là-bas. Et il a fait une très belle entrevue hier, et puis sur son blog, on parle de la situation. Et lui, il dit c'est formidable ce qui est en train d'arriver parce qu'il ne le dit pas de la façon que moi je vous le dis, mais moi c'est que je prends des données à gauche, à droite, puis je fais ma propre analyse que je vous livre. Mais en résumé, ce que lui il dit, c'est une manifestation qui est spontanée. Et là, les États-Unis sont pris de court parce que ce ne sont pas eux qui l'ont provoqué, contrairement à la dernière, qui était provoquée par George Soros, la CIA, puis ça avait été un échec. Mais là, cette fois-ci, c'est une manifestation spontanée et ils sont pris de court. Et tout ce que le président Trump a dit, c'est qu'il les soutenait moralement ou quelque chose comme ça, alors qu'il doit prendre une position beaucoup plus forte, parce que, encore une fois, ça s'inscrit dans ce mouvement d'éveil mondial. Et il explique qu'il y a 40%, Potchinick explique que 40% de la jeunesse en Iran qui est désœuvrée. Et en Iran, ils ont créé les gardes républicains,
iraniens ont créé une compagnie, une entreprise, et tous les contrats qui ont été donnés depuis l'ouverture, il y a 2 ans, des relations mondiales avec l'Iran dans le cadre du programme de dénucléarisation, eh bien, ça passe par cette entreprise-là et tout l'argent reste là. Je vais vous raconter une petite anecdote que je pense que j'avais déjà partagée à l'époque. À Cuba, pour y avoir fait affaire, et d'avoir fait affaire de façon très impliquée avec le gouvernement, il y a une compagnie qui s'appelle Havanatour. Cette compagnie-là a été enregistrée au Panama et elle appartient à Fidel Castro, ou elle appartenait en tout cas, elle appartenait à sa famille. Là. Il y a des enfants, Fidel Castro. On n'en parle jamais, mais il y a des enfants. Alors, toute Havanatour, c'était la plus grosse compagnie de tourisme du pays. En fait, même, c'est la compagnie Cimex qui est en arrière de tout ça. Et elle est incorporée au Panama et c'est eux qui sont propriétaires de ça. Le plus gros conglomérat cubain appartient à la famille de Fidel Castro. Donc, même principe en Iran. C'est drôle, hein? Tous les gens qui travaillent toujours pour le peuple, la société, ils ont toujours des compagnies, puis c'est toujours pour eux autres. C'est comme Bernie Sanders. Hein? Ils ont toujours des affaires, ils sont toujours pour le peuple, la socialisme, mais ils font jamais preuve de ce qu'on appelle la simplicité volontaire, hein, au Québec, on parle de ça. Ces gens-là, ils ont toujours des mansions, des grosses bâtiments, des gros châteaux, comme on dit. Puis... Paul Martin, c'était la Canada Steamship Line. Oui, mais attention, mais eux, ils n'ont pas prétendu. Ils sont en affaires, puis... Ils deviennent premier ministre, mais ils ont des intérêts financiers. Oui. Mais moi, ce que je reproche à un gars comme Bernie Sanders, pour faire une parenthèse, c'est qu'il dit on va tout donner à tout le monde, on va mettre des programmes socialistes, égalitaires, le revenu minimum garanti. Puis là, il se fait fourrer, puis il sait qu'il se fait fourrer par Hillary Clinton, parce que c'est tout arrangé. Puis pendant ce temps-là, lui, il dit pas un mot. Puis là, il va dans ces villes-là. Tu sais, il fait pas preuve de simplicité volontaire. C'est le gars qui dit on va tout repartager la richesse de tout le monde. Pendant ce temps-là, lui, il empile. Comment ça qu'il commence pas par donner l'exemple puis redistribuer lui-même sa richesse? Non, il fait pas ça, évidemment. C'est un peu comme Trump. S'il veut réussir à devenir le président des États-Unis, il faut qu'il garde un pouvoir, un potentiel. S'il avait donné sa richesse, ça fait longtemps qu'il n'aurait pas pu aller. Oui, mais attention, c'est différent, Richard, parce que l'autre, il y en a un qui fait une carrière de politicien. Bernie Sanders, il n'a jamais rien fait de sa vie. Depuis qu'il est sorti de l'école, il fait une carrière de politicien. Puis l'autre, il a décidé de suivre les traces de son père. Son père, il a passé les rênes de la business familiale. Lui, il passe à ses enfants. Alors, c'est très différent comme approche. Oui, il s'est lancé en politique. Après avoir fait grandir sa compagnie. D'avoir fait son argent. C'est des nuances, mais elles sont très importantes. Oui, c'est pour ça que je t'amène pour que tu me C'est ça. Alors, je veux juste ramener encore sur l'affaire de l'Iran puis du mouvement. Parce que j'en avais parlé, c'est un mouvement mondial. Puis c'est toi qui nous as mis sur COP 15. Puis je reviens là-dessus, puis hier, on s'en est parlé au téléphone, parce qu'il y a un lien là-dedans. L'Internet a permis une connexion de l'humanité, permet aux humains de s'organiser, faire des open source projects de n'importe quelle sorte. Et puis, le cas de ce qui se passe en ce moment en Iran, ils utilisent le logiciel Telegram, qui est un logiciel inventé par des Russes, des jeunes Russes, dont moi-même je l'utilise quotidiennement. C'est un appareil, c'est un app sur ton ordinateur ou ton téléphone qui encrypte les communications. Donc, à moins d'avoir une clé d'encryption pour rentrer dans le microprocesseur de ton appareil, ce qui existe, c'est les Chinois et les Américains qui les ont, personne d'autre. Le gouvernement iranien n'a pas ça. Donc, ils ne savent pas ce que les jeunes s'échangent entre eux. Et c'est comme ça qu'ils ont mis en place leur propre révolution, eux-mêmes, sans l'aide d'une intervention d'un autre pays. Et c'est ça qui c'est spectaculaire dans ce qui se passe en Iran. Puis, il faut se rappeler que les Iraniens, ce ne sont pas des musulmans fondamentalistes. Hein? Dans les années 60, les femmes étaient en mini-jupe à Téhéran. On a des photos sur Internet, allez voir, faites des petites recherches. À l'époque du Shah d'Iran? Oui, qui était un tyran, lui aussi, mais qui avait eu un président qui avait été élu démocratiquement, qu'on n'a pas aimé,
malheureusement, les Britanniques, les Américains, à cause qu'ils voulaient nationaliser le pétrole. Et ça, c'est intéressant dans l'entrevue avec Steve Putchinik, qui a fait hier. Il l'explique très bien. Il dit que c'est une erreur fondamentale que l'Ouest, les pays de l'Ouest, les États-Unis, Angleterre, la France aussi, parce que la France est très impliquée dans cette région-là du monde, on a fait. On aurait dû le laisser nationaliser et il était un homme d'affaires. Il comprenait le sens des affaires. Et si cette intervention-là pour le renverser n'avait pas été faite, toutes les 50 dernières années de tumulte au Moyen-Orient qu'on a connu n'auraient jamais existé. Et c'est parce qu'on... Pardon? Il était en avant de son temps. Ah oui, oui. Puis il était un homme raisonnable. Tout comme Allende, hein, au Chili, et qui était un homme raisonnable. Parce qu'il y avait Fidel Castro, excuse, mais j'insiste pour Fidel Castro aussi. Ah, mais Fidel, moi, ça, c'est une autre histoire. Moi, ma position de Fidel, je vous l'ai déjà dit, je suis certain que c'est un homme de la CIA. Puis je vous le redis encore ce soir. Je suis convaincu, puis l'histoire va nous prouver que j'avais raison. Quand il est venu au Canada, il venait créer une alliance avec le Canada qui a été évidemment refusée par Washington. L'armée américaine a investi le Parlement canadien au mois de janvier. Mais l'histoire aurait été totalement différente à un coup d'aile de papillon, dirait-on. Ouais, mais moi, Castro, j'embarque pas là-dedans, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je suis convaincu que c'est arrangé pour le simple fait qu'il a envoyé faire assassiner son grand ami Che Guevara, qui était le médecin assassin, qui n'est pas le grand homme qu'on prétend qu'il est. Là. Che Guevara, c'est un médecin assassin. Il était pas à peu près, là. C'est un vrai tueur, ce gars-là. C'est comme pour moi une contradiction, c'est pour ça que j'insiste. Et pourquoi je dis que pourquoi que Castro, il est pas si réglo qu'on pensait? Parce que tu prends pas ton meilleur ami qui fait la révolution avec toi, puis tu l'envoies volontairement se faire assassiner. Puis tous ses compagnons d'armes, ils sont tous disparus en l'espace de moins de 10 ans. Que lui-même a fait éliminer. Il les a envoyés, coupés dans le derrière. La révolution terminale, c'est terminé. Dehors, maintenant, on rétablit une société pacifique puisque on a gagné. Oui, mais il aurait pu. Batista était dehors, c'est fini. Batista, c'était contre lui qui se battait. Il se battait contre Batista parce qu'il était l'homme d'un certain pouvoir américain. Mafia, oui. Oui, c'est ça, exactement. Alors, mais en tout cas, je veux qu'on revienne à aujourd'hui, puis on pourra en faire une autre conversation. Et peut-être faire un petit clin d'œil sur le futur proche. Ben oui. Alors moi, je veux revenir à COP15 parce que c'est des mouvements spontanés qu'on voit là, comparativement à ce qu'on a vu avec Soros. De la puis base les printemps du peuple. C'est ça, exactement. Puis que vous aimiez ceux qui nous regardent ou que vous n'aimiez pas Donald Trump, il représente ce soulèvement de la base-là. Tout comme en Autriche et puis dans les pays de l'Est comme la Pologne, après ça, tous ceux du Nord, du Danemark, de la Norvège. Qui aurait dit que ces pays-là se soulèveraient devant le joug de la cabale? Parce qu'ils étaient tellement endoctrinés dans leurs programmes sociaux que tout allait bien, tout allait comme dans le meilleur des mondes, jusqu'à temps que la cabale vienne déstabiliser ça. Alors, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Qui est la cabale? Ça, c'est la grande question. Qui est la cabale? Parce qu'on ne parle pas de la même cabale. On ne parle pas de la cabale de la tradition ésotérique juive. Là. Non. On joue sur les lettres, sur les mots. Ça n'a rien à voir. Là. Bien sûr que non. Non. La caballero, c'est le cavalier. C'est le chevalier. C'est celui qui est sur un cheval. Et la cabale, ben, c'est celui qui est dans une troupe où tout le monde est à cheval et tout le monde déferle. Mais ils ont l'ascendant parce qu'ils sont plus haut placés que ceux du peuple en bas. Ils les dominent, ils voient la situation de plus haut. Mais c'est comme la RCMP, la Gendarmerie royale du Canada. Ils ne servent pas à grand-chose dans les manifestations. Ils se promènent avec leurs chevaux.
Mais le peuple en bas, s'il lance des roches, tout ça, les chevaux, ils vont se cacher. Ben, c'est ce qui arrive dans certains cas. Puis dans d'autres manifestations, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, ça dépend des, Ouais, mais ça dépend des manifs. les chevaux sont comme passés date. Ouais. Aujourd'hui, oui. Ouais. À cause des tactiques de guerriera qui sont Alors, utilisées dans les manifs. alors, continue, Jean. Alors là, tu dis qu'il y a une prise de conscience. 2018 vient de commencer et ça devient évident qu'entre le mois de décembre 2017 et le milieu du mois de janvier 2018, déjà, la civilisation humaine a une allure différente. Oui, On parle que, oui, les ovnis ont été surveillés, sont surveillés par les Américains, par l'armée américaine. Les X-Files, un des directeurs des X-Files. Ben, en fait, c'est de ce programme-là de surveillance du Pentagone. Celui qui a déclaré ça, c'était le chef du programme du Pentagone. C'est pas n'importe qui, là. Ils ont dévoilé qu'il y avait un programme, le Pentagone, puis celui que tu appelles le chef des X-Files, c'était le directeur de ce programme-là. Donc, c'est pas n'importe qui, là. Et lui est allé plus loin. Il dit non seulement ils existent ailleurs, mais probablement qu'ils viennent nous visiter. Et qu'ils sont parmi nous. C'est ça. Plus que probablement qu'ils nous visitent ou ils sont parmi nous. Quelque chose comme ça. Cette déclaration-là, pour moi, là, est plus importante que le lock-on qui a été fait sur un ovni qui se déplaçait, puis qu'avec le pilote américain dit « Hey, on l'a perdu, il est allé à une accélération fulgurante. » En fait, c'est qu'on a eu comme deux nouvelles en même temps. Exactement. On a confirmé le Breakaway Civilization, la société parallèle où on développe toute la technologie, parce que ça, à l'époque, avec Jean-François Poulain, on avait souvent parlé, on nous a donné l'illusion d'avoir eu bien des nouvelles technologies parce qu'on a des petites tablettes, des petits téléphones cellulaires insignifiants, alors que dans les années 60, on nous prédisait bien plus dans les livres de futurologie. Ben oui. Alors, il y a eu c'est ça qu'on nous a confirmé avec cette vidéo-là, il y a deux choses. La technologie qui existe, et de l'autre côté, on nous a fait le disclosure que tout le monde attendait. Ben oui. On l'a fait, on l'a eu. On peut pas en demander plus, ça. Par les autorités. Évidemment, le public, le peuple, tout le monde attend la manifestation sur la place publique, une soucoupe volante, une porte qui s'ouvre, un extraterrestre qui en sort. Tant que ça ne sera pas ça, ça peut être quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On les appelle encore des ovnis, des flying saucers. C'est même pas ça, c'est des UFOs, Unidentified Flying Saucers. Objets volants non identifiés. Ou les PAN, comme Yann Vadnet dit, là, puis les Européens disent. Parce que c'est vrai, c'est des phénomènes aériens non identifiés. C'est ça. Parce que c'est vraiment ça, parce que de plus en plus, on parle François Chartrand en a parlé de fractures spatio-temporelles, interdimensionnelles, où il y a des êtres qui rentreraient, qui sortiraient, voyageurs du temps. Bon, alors là-dessus, je te laisse terminer. Quand tu auras terminé ton exposé, je te relance totalement sur la piste d'un futur proche. Là. Ben, je suis presque terminé. Je voulais juste dire, bon, on a les Iraniens, 40% de la jeunesse qui est laissée pour compte. Puis du même côté, en Arabie Saoudite, et l'autre groupe d'Arabes à travers la région, mais spécifiquement l'Arabie Saoudite, exactement le même 40% de jeunesse qui est laissée pour compte. Donc, c'est énorme, ça, des poids démographiques dans une société. Et comme par hasard, on voit une modernisation de l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça sera comme notre ami de la conspiration cosmique nous avait dit, est-ce que ça sera lui l'antéchrist ou pas? Bon, peu importe. Standeyo. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mouvement de changement. Il y a tout le monde arabe, tout le monde du Moyen-Orient, incluant Israël, parce que le premier ministre d'Israël en ce moment est sous enquête et est pratiquement en garde à vue, là. Alors, tout est en train, puis l'Israël, eux, quand ils font un ménage, ils le font, là. C'est pas comme quand il y a de la corruption, ils vont après tout le monde. C'est très spécial, le pays d'Israël. C'est pas un pays riche, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Les gens en Israël, la plupart des gens, ils sont pauvres. C'est pas tous des riches. Hein. Il y a beaucoup de gens pauvres dans ce pays-là. Et puis je parle pas des Palestiniens, là. Donc là, il y a toute une nouvelle dynamique qui est en train de s'installer avec comme toute une nouvelle génération qui en a assez de l'endoctrinement
religieux et des dogmes qui forcent le conflit, là. La table est mise, on est vraiment à la croisée des chemins. Puis moi, je pense qu'on est à un moment là où on peut prendre une piste de temps qui est différente de celle des prophéties. Et là, c'est pour ça que je voulais qu'on se parle avant que tu parles à Maurice Poulain. Parce que moi, je crois fondamentalement que les Américains disent qu'on est dans une période de rédemption pour les États-Unis à cause de tout le mal qu'ils ont fait dans le monde. Moi, je pense que ça va bien au-delà de juste les États-Unis. Le Moyen-Orient l'est aussi. L'Asie l'est aussi. On est à une période charnière dans tous les coins importants du monde en ce moment. Et qu'est-ce qu'on en fera? Moi, je pense que c'est ça que 2018 nous offre. Puis toi, c'est drôle, on s'était pas parlé qu'avant que tu fasses ton émission, puis tu as dit 2018, l'année de l'espoir. Puis moi, je trouve que, hey, ça tombe parfait avec ce qu'on observe à gauche et à droite dans toutes les grandes régions du monde qui ont comme une influence. Hein. Malheureusement, l'Afrique n'a pas l'influence qu'elle devrait avoir, là, mais les points chauds du monde, là, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie, même l'Inde, le Pakistan, c'est toutes des régions qui sont comme tout un point clé là, où on peut décider de changer de chemin. Puis là, j'aime beaucoup ton histoire de COP15 parce que ça tombe tellement parfait là, avec ce qu'on vit maintenant. On a une chance, là, l'humanité. Là. Puis 2018, ben c'est ça, c'est l'espoir qu'on prenne un autre chemin. C'est ça, moi, que je voulais te dire à soir, Richard. Okay. C'est pour ça que j'étais très heureux de te dire, il faut qu'on fasse une vidéo. Là. Oui. Ben, on en a fait un, là. Et qui est déjà de 50 minutes. C'est quand même bien. On aurait dit une demi-heure maximum. Oui. Puis on n'a pas fini parce que moi, je voudrais t'amener sur un futur proche. Bon, allons-y. Alors, j'arrête l'enregistrement qu'on vient de faire pour le repartir sur la deuxième piste. Puis moi, je vais aller me chercher de la tisane qui chauffe sur la fournaise, juste à côté. Puis toi, si tu veux aller prendre un petit quelque chose... Je vais aller me chercher un verre d'eau. Ah, d'accord, on arrête. Attends. Nous venons de voir et d'entendre, mesdames et messieurs, la première partie de 2. Disponible à tous, en remplacement du Videorandia numéro 4 de le son laissé à désirer. C'était donc sur invitation dans le cadre du club créé. Le club créé, c'est le club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental qui vous a proposé à tout le monde dans cette salle 1802 qui correspond au mois de février 2018 en entrevue privée, la première partie de 2 sur le thème à 5 ans de l'an 2023 avec comme invité M. Jean Deflore, spécialiste en lutte contre le blanchiment d'argent et contre le terrorisme international. La deuxième partie est réservée qu'aux abonnés de cette salle 1802 du club créé. Et dans cette salle du club créé 1802 du mois de février 2018 s'est ajouté plusieurs autres documents réservés aux abonnés du club créé comme à tous les mois. Au plaisir de vous y retrouver. À la prochaine.